Bonjour, donc on va faire la conférence de pédopsychiatrie, la seule conférence de pédopsychiatrie en fait du cycle D3, et il n'y aura pas forcément de conférence non plus en D4 de pédopsychiatrie, parce que la pédopsychiatrie c'est quelque chose qui est quand même moins probable que la psychiatrie adulte de tomber à l'ENC. La psychiatrie en général c'est très probable que ça tombe, puisque ça tombe quasiment tous les ans, donc c'est quelque chose vraiment à travailler. La pédopsychiatrie, il n'y a que certains sujets, je pense, qui sont probables et possibles pour tomber. Entre autres, le trouble du comportement alimentaire, ça qui est vraiment très important, donc qui est à la frontière de la psychiatrie adulte et de la pédopsychiatrie. Donc bien connaître l'anorexie, parce qu'en plus c'est vraiment une pathologie transversale par excellence. Autrement, il y aura, on va dire par argument de fréquence, possibilité qu'il y ait un trouble hyperactivité avec déficit de l'attention, parce que c'est vraiment le motif le plus fréquent de consultation en pédopsychiatrie. Donc c'est pour ça qu'on en fera un. Et il y a aussi possibilité qu'il y ait un adolescent qui fasse une dépression ou une entrée dans la schizophrénie, car ça c'est aussi des sujets qui sont à la mode et très probables. Il est un peu moins probable, mais possible quand même, qu'il y ait un autisme, puisqu'il y a une conférence de consensus pas si vieille qui traite de l'autisme et du diagnostic précoce de l'autisme, et parce que ça fait référence à l'item trouble du développement psychomoteur. Donc bon, c'est des sujets en fait finalement qu'on va aborder dans cette conférence, qu'il faut travailler avec en numéro 1 l'anorexie, mais pour les autres qui sont quand même moins tombables à l'ENC. Donc le premier dossier, un jeune de 10 ans qui est amené pour des difficultés scolaires et il présente un tableau qui évoque un trouble hyperactivité avec déficit de l'attention. Maintenant, on vous demande le diagnostic. Donc là, le diagnostic, il est assez facile à faire sur l'énoncé, puisqu'on a à peu près tout. En fait, c'est un énoncé qui condense la clinique du trouble hyperactivité avec déficit de l'attention. Ceci dit, ce n'est pas un très bon énoncé de pédopsychiatrie. Parce qu'en général, quand on fait une observation en pédopsychiatrie, c'est bien différent des autres observations de la médecine. C'est une observation très longue, avec beaucoup d'éléments psychodynamiques, psychopathologiques, beaucoup plus qu'en psychiatrie adulte. C'est-à-dire que les dossiers que j'ai faits pour vous en psychiatrie adulte sont des dossiers qui sont assez consensuels dans le milieu académique, c'est-à-dire des dossiers qui donnent des conduites à tenir assez reconnues par tous les psychiatres universitaires. Maintenant, il y a aussi d'autres manières de voir la psychiatrie, des manières beaucoup plus psychodynamiques, de rentrer dans les mécanismes de fonctionnement psychique du patient, etc. Ce n'est pas au programme de l'ENC, c'est compliqué et il y a beaucoup moins de consensus là-dessus. Donc on ne vous embêtera pas avec ça. Ceci dit, en pédopsychiatrie, il n'y a pas de traitement médicamenteux ou très peu. D'ailleurs, le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est un exemple de diagnostic pédopsychiatrique où il y a un traitement médicamenteux à mettre. Mais autrement, c'est beaucoup de traitements psychothérapeutiques et du coup, les observations sont beaucoup plus longues, beaucoup plus basées sur la psychodynamie. Donc là, en fait, on n'a aucun élément dans cette observation, et c'est un premier point de critique, du fonctionnement de l'enfant et du fonctionnement familial, du système familial, comment ça se passe à la maison. On a très peu d'éléments là-dessus, il nous en faudrait beaucoup plus, notamment pour porter un diagnostic. En tout cas, comme je vous disais, cet énoncé, c'est le condensé finalement du TADA, avec finalement des choses à organiser, à retrouver, à organiser. Donc c'est l'objet de cette première question. Donc il faut évoquer un trouble hyperactif avec déficit de l'attention, ça c'est évident, pour ça, il faut décliner les éléments sémiologiques selon 3 axes. Le premier axe, il est facile à trouver, c'est l'axe hyperactivité. Le deuxième axe, c'est l'axe déficit de l'attention. Donc ça, vous le voyez bien, puisque par exemple, aux épreuves de QI, il chute dans les subtests qui concernent les capacités d'attention. Et le troisième axe à évoquer, donc là qui n'est pas donné dans le nom du diagnostic, forcément c'est un peu plus difficile, il faut le connaître, c'est l'impulsivité. Donc ensuite, une fois que vous avez écrit vos 3 axes sur votre brouillon, vous recherchez dans le texte en fait les éléments qui correspondent à chacun de ces axes. Ça c'est assez facile et raisonner comme ça sur des trépieds, ça peut être très très utile en psychiatrie. Donc on peut revoir rapidement quelques trépieds importants. Par exemple, si on parle de TOC, le trépied ça va être obsession-compulsion, donc là c'est quasiment aussi facile que le TADA. Mais obsession, compulsion, anxiété. Ça, c'est un trépied. Vous retrouvez ces 3 éléments. Vous déclinez ensuite tous les éléments sémiologiques que vous retrouvez dans le texte selon ces 3 axes. Pour un trouble de l'humeur, ça va être axe psychique, axe psychomoteur et axe somatique.
vous déclinez ces 3 axes, vous énumérez tous les éléments. Il y a aussi des trépieds, par exemple, pour la schizophrénie. Il y a aussi des trépieds pour l'autisme, donc ça, on va les voir. Un autre diagnostic, on peut évoquer 3 axes, c'est l'état stress post-traumatique, où il y aura la reviviscence du traumatisme, l'hyperactivité neurovégétative, et le 3e axe, qui sera l'évitement de toute circonstance qui évoque le traumatisme. Donc en général, pour la psychiatrie, il faut essayer de raisonner comme ça. Et en général, pour les autres spécialités, c'est pareil. Donc retenir les grands axes qui vont permettre d'organiser votre pensée, et à partir de ça, vous trouvez les éléments dans l'observation, avec des éléments qui peuvent être typiques et des éléments qui peuvent être un peu atypiques. Donc là, vous avez tout dans la correction de bien détaillé, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, cette question. On vous demande de retrouver les éléments dans le diagnostic, mais on vous demande aussi quels sont les éléments manquants. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra très bien demander à l'ENC, c'est écrit dans l'esprit des recommandations qui sont faites aux auteurs de dossiers pour l'ENC. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut vous demander dans un texte de retrouver des éléments importants, et dans ce texte, il peut y avoir des éléments qui sont un peu trompeurs, des éléments pas typiques du diagnostic. Alors en psychiatrie, c'est quasiment toujours vrai, parce que finalement, les tableaux que vous allez être amenés à voir dans la pratique, ils ne ressemblent pas toujours à ceux que vous voyez dans les livres. Mais pour les autres spécialités, c'est pareil. Donc on peut vous mettre des signes atypiques. À vous de savoir les reconnaître. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous apprenez votre cours, il ne faut pas apprendre votre cours dans l'idée d'avoir à le réciter. Il faut apprendre votre cours dans l'idée d'avoir à le restituer selon un énoncé, et d'aller chercher les choses importantes dans l'énoncé. Ce n'est pas tout à fait la démarche, c'est-à-dire que ce n'est pas du par cœur qu'on vous demandera, on vous demandera de retrouver les choses, donc ce qui est quand même un peu plus facile puisque les choses sont écrites, donc ça va forcément vous rappeler. Par contre, il va faire attention vraiment à critiquer l'information qu'on vous amène et à savoir reconnaître ce qui est typique, pas typique, finalement ce qu'on fait tous les jours en clinique. Donc voilà pour la question 1, je n'entrerai pas plus dans les détails, tout est écrit dans le corrigé. Et voilà, c'est ces 3 axes qu'il faut privilégier, aussi bien dans la première partie de la question que dans la deuxième partie, c'est-à-dire que les éléments à rechercher, on les recherche aussi selon ces 3 axes. On m'a posé une question, c'est de savoir si l'enfant dans ce cas clinique n'était pas un petit peu vieux et si en pratique on ne voyait pas ces enfants de manière quand ils sont plus jeunes en fait en clinique. Et c'est une bonne question puisque en pratique on les voit souvent vers 6-7 ans, à partir de l'entrée en CP, enfin à l'école primaire quoi. C'est-à-dire que quand ils sont à la maternelle, jusque-là ça va bien, et c'est des enfants qui sont plutôt prosociaux, qui vont vers les autres, qui sont peut-être un petit peu turbulents, mais à cet âge-là, à l'âge finalement des tout premiers apprentissages, c'est quand même quelque chose d'assez valorisé par les parents, et parfois même par les papas qui s'y retrouvent, parce que comme c'est une maladie qui a une composante génétique, c'est possible que le papa lui aussi avait un TADA, et finalement quand il voit son gamin faire des conneries, aller un petit peu partout, ça le fait bien rire, ça le fait penser à lui, ça lui fait plutôt plaisir. Donc j'ai dit que c'était une maladie qui avait une composante génétique, ça ne veut pas dire que c'est une maladie génétique, c'est une maladie, comme beaucoup en psychiatrie, qui repose sur une vulnérabilité génétique, et qui va ensuite se développer avec l'interaction avec des facteurs environnementaux. On m'a reposé une question, c'est de savoir finalement, ce que j'ai dit, c'est le père qui s'identifie beaucoup à son enfant qui est turbulent. Alors pourquoi j'ai dit le père? Parce que le trouble hyperactivité avec déficit de l'attention, c'est essentiellement des garçons. C'est-à-dire que c'est très très peu fréquent que ce soit des filles. Donc c'est pas la maman qui va se retrouver parce qu'elle n'avait pas forcément ce trouble. Voilà. Ok, donc question numéro 2. Quels sont les diagnostics différentiels à évoquer? C'est une question qui est un petit peu classique finalement, et là finalement qui est un peu une question de cours dans ce contexte. Il faut évoquer un autre trouble du comportement, avec trouble des conduites, mais là c'est un petit peu jeune pour un trouble des conduites, ou un trouble oppositionnel avec provocation. Donc c'est les troubles du comportement de l'enfant et de l'adolescent qu'il faut connaître, en tout cas pour savoir évoquer. Et puis on peut évoquer aussi un épisode dépressif majeur. Quel est le piège dans cette question? En tout cas, quel est le piège? Quel est le réflexe à éviter? Il y a beaucoup d'étudiants, je pense, qui ont dû évoquer une maltraitance. Et c'est vrai qu'on dit ça en fait en réflexe. D'ailleurs, quand vous lisez votre copie, pour l'ENC, il faut l'écrire dans un coin, maltraitance à évoquer, parce qu'on est en pédopsychiatrie, parce qu'on est en pédiatrie. Et c'est toujours un diagnostic à mettre dans un coin, réflexe à évoquer. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on y pense
que c'est vraiment le principal diagnostic différentiel. Et on ne va pas parler de maltraitance alors qu'on n'a aucun élément dans le texte pour une maltraitance. Maintenant, une question que j'ai reçue, c'était pourquoi un épisode dépressif majeur comme diagnostic différentiel et pourquoi pas un épisode maniaque? Parce qu'on est quand même sur un trouble du comportement avec une hyperagitation, quelque chose qui va dans le côté positif du psychomoteur et pas dans le ralentissement comme un épisode dépressif majeur. C'est-à-dire que chez l'enfant, la clinique de l'épisode dépressif majeur n'est pas la même que chez l'adulte. Donc il ne faut pas réfléchir exactement avec les mêmes choses que dans votre cours. Il faut rechercher une tristesse, il faut rechercher un mal-être, il faut rechercher des éléments qui fassent qu'il a des troubles de l'attention comme ça. Je ne veux pas dire par là que c'est un épisode dépressif majeur. Ce que je veux dire en posant cette question aussi, c'est qu'en pédopsychiatrie, le raisonnement est quand même plus complexe, en tout cas pour un étudiant, qu'en psychiatrie adulte. Et quand on voit un enfant qui présente un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est pas nécessairement un enfant qui a ça comme une maladie. Il a peut-être ça comme un symptôme d'autre chose, symptôme d'une dépression. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui différencie l'approche, c'est qu'on voit la clinique finalement comme un symptôme de quelque chose de plus sous-jacent, de plus psychopathologique, psychodynamique. On peut voir les choses comme ça pour l'adulte, mais là encore, ce n'est pas finalement la pensée dominante dans le monde académique. Donc la question 3, finalement c'est une question qui va être très facile à répondre. Le diagnostic du TADA est un diagnostic clinique, il n'y a pas besoin de faire d'examen complémentaire en dehors de ceux qui ont déjà été faits par le passé et qui sont donnés dans l'observation, c'est-à-dire le bilan orthophonique, le bilan psychologique. Maintenant, peut-être ce qui peut être discuté et ce qui aurait pu être accepté quand même, c'est de demander un bilan psychomoteur, l'avis d'un psychomotricien justement sur son développement psychomoteur, sur cette hyperactivité. C'est quelque chose qui n'est pas inutile à demander. Donc, examen complémentaire au sens examen biologique, examen d'imagerie, non. Par contre, au sens de bilan psychomoteur, pourquoi pas. Donc voilà, moi j'ai mis non dans ma réponse, mais maintenant les deux pourraient être acceptés et le jour de l'ENC, s'il y en a qui ont répondu non et d'autres bilans psychomoteurs, je pense qu'un jury reverrait un petit peu la grille pour pouvoir accepter les deux ou annuler la question. Surtout que c'est une question où on vous demande un mot-clé, finalement une question très peu discriminante, et donc ça c'est par contre une question qui a peu de chances de tomber sous cette forme à l'ENC. Mais comme on est en D3, je fais aussi des questions qui font réviser le cours, qui font essayer de faire comprendre la pathologie, et pas forcément toujours des questions qui sont esprit ENC. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour le TADA, le diagnostic, c'est un diagnostic clinique, mais qui repose sur plusieurs arguments et plusieurs professionnels. Et la prise en charge de l'enfant, elle sera pluridisciplinaire au point de vue des évaluations et au point de vue de la prise en charge thérapeutique. Donc là, justement, c'est la question d'après, la question 4. Quelle est votre prise en charge thérapeutique? Dans un premier temps, on ne prescrit pas nécessairement de médicaments. Donc là, je ne vous demandais pas de hiérarchiser la prise en charge en disant dans un premier temps sans médicaments, dans un deuxième temps avec médicaments. Là, je vous disais simplement, vous ne mettez pas de médicaments et quel sera votre traitement associé. Donc le traitement associé, il repose sur finalement le traitement psychothérapeutique, donc ça c'est clair que c'est un mot-clé, avec travail de l'alliance, avec un autre mot-clé en pédopsychiatrie, c'est guidance parentale, et puis toujours donc alliance thérapeutique avec l'enfant et avec ses parents. Donc en pratique, c'est le pédopsychiatre qui rencontre l'enfant avec les parents et l'équipe, donc la psychologue par exemple, qui va rencontrer que l'enfant pour faire un travail psychologique, ou la psychomotricienne qui va rencontrer l'enfant pour faire un travail psychomoteur. Donc en gros, il fallait dire travail psychothérapeutique avec guidance parentale, prise en charge individuelle. Donc par exemple, vous pouvez citer les thérapies cognitives et comportementales parce que c'est celles qui ont un peu le vent en poupe, mais vous pouvez très bien citer les thérapies d'inspiration psychanalytique parce qu'en pédopsychiatrie, c'est beaucoup ça qui se fait et beaucoup ça qui se voit en pratique courante, donc c'est pas du tout faux et au contraire, c'est bien de le mettre. Donc que je n'ai pas mis forcément dans la correction, parce que je ne vous demandais pas aller dans les détails finalement théoriques de choisir quel courant de psychothérapie, mais simplement de dire je prescris une psychothérapie structurée en plus du soutien psychothérapeutique. J'ai mis dans la correction si cela est nécessaire, une aide éducative pourra être mise en place, parce qu'effectivement, vous trouverez ça dans les bouquins, on évoque une aide éducative pour certains enfants qui ont un trouble
d'hyperactivité avec déficit de l'attention. Maintenant, ce n'est pas forcément quelque chose à mettre dans ce cas clinique, ce n'est pas tout à fait adapté, parce que là, vous n'avez pas d'éléments finalement pour dire qu'il y a des carences éducatives à la maison, que ça se passe mal. Donc c'est des choses à explorer. Et comme je vous dis, une observation en pédopsychiatrie, c'est beaucoup plus long. Et ce n'est pas du tout le format observation ECN. Donc, on n'a pas assez d'éléments pour le dire. Vous décidez d'introduire un traitement médicamenteux, lequel? Comment procédez-vous pour la prescription? Donc vous savez tous que dans le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention, on prescrit de la Ritaline. Vous savez tous qu'aux États-Unis, on prescrit de la Ritaline à un enfant sur 10, quasiment. Donc c'est vraiment des proportions énormes, et on n'en est pas du tout là en France. Pour nous, en France, pour le moment, la prise en charge est d'abord de prendre en charge ça comme un symptôme de quelque chose qui peut être de la dépression, et d'instaurer une prise en charge psychothérapeutique dans un premier temps. Dans un second temps, on peut instaurer le traitement qui, pour les pédopsychiatres qui le prescrivent, le retour qu'on en a, c'est que c'est un médicament qui a une activité assez spectaculaire. C'est-à-dire que vous le donnez, et aussitôt l'enfant se pose, se calme, vous l'arrêtez, et aussitôt l'enfant recommence à être turbulent, à gesticuler. Voilà. Il y a beaucoup de parti pris sur ce traitement. En tout cas, il ne faut pas l'ignorer, il faut savoir le prescrire, parce qu'on ne le prescrit pas n'importe comment. Alors, première chose, dans tout dossier de pédiatrie, et donc là de pédopsychiatrie, enfin dès qu'il y a un enfant, c'est accord parental et information des parents, information aussi de l'enfant. Donc oubli égale 0. Le traitement, c'est la Ritaline. Son nom, c'est le méthylphénidate en DCI. Donc vous devez connaître la DCI et pas forcément le nom commercial. Alors forcément, Ritaline, ça parle beaucoup plus parce que ça a fait des succès dans les médias, tout le monde en parle. Maintenant, c'est le méthylphénidate, le nom que vous devez retenir. Donc ce qu'il faut connaître un petit peu, c'est les modalités de prescription, puisque ce médicament est un stupéfiant. Donc c'est première prescription par un psychiatre ou un neurologue hospitalier. Puis l'ordonnance, elle est renouvelable par un médecin extra-hospitalier, par exemple un pédopsychiatre ambulatoire, ou par généralement ce sera le pédopsychiatre qui suit l'enfant qui renouvellera. Donc ordonnance sécurisée, c'est un stupéfiant. Durée de traitement est écrite en toutes lettres, pour une durée de maximum de 28 jours. Ce qu'on pourrait faire dans un tel dossier, du coup, c'est la question un petit peu médico-légale, c'est vous faire rédiger l'ordonnance. On vous demanderait pour cette ordonnance, écrivez-la, donc il faudrait préciser que c'est une ordonnance sécurisée. Et puis écrire en toutes lettres. Alors là, on ne vous demanderait pas de dire j'écris en toutes lettres, on vous demanderait de le faire. Donc il faut l'écrire en toutes lettres. Ok, donc avec ce traitement, l'état du patient s'améliore spectaculairement, donc, bon, assez classique. Quand et comment décidez-vous de l'arrêt de ce traitement? Voilà, c'est un traitement quand même qu'on ne va pas donner à vie. Pour l'instant, en tout cas, on ne le donne pas à vie. Et c'est un traitement dont l'arrêt se décidera finalement sur des arguments cliniques, quoi. Comment évolue l'enfant quand il n'a plus la Ritaline. Donc, on l'arrête parfois le week-end, pour voir comment ça se passe sur les week-ends, et en tout cas, on l'arrête toujours en période de vacances scolaires, pour voir pendant les vacances comment il gère sans traitement. Et en fonction de cet arrêt, en fonction de la manière dont les choses se passent, on pourra décider de l'arrêter à plus long terme. Voilà un petit peu pour ce dossier.